Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà assez nombreux avec nous, donc bonjour et bienvenue pour cette conférence en ligne sur la Thaïlande et l'Égypte en famille. N'hésitez pas à vous présenter. On a un petit chat à nous dire bonjour, d'où vous venez, où est-ce que vous avez envie de partir. On sera ravis d'en savoir un petit peu plus pour vous, sur vous. Bonjour Sandra, Christine. Je vois que vous êtes en train d'écrire déjà. Super réactive. Voilà, on va vous laisser quelques minutes pour vous installer à la maison aussi. Un verre d'eau, une petite présentation et puis on va commencer tranquillement. Bonjour Julie, Sylvie, Frédéric, Christine, Catherine. Bonjour de Toulouse. Bonjour du sud de la France. Bonjour d'Alsace. Du Var, de Montpellier, c'est super. On a toute la France qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour de Paris, comme nous. Lille, un peu du nord. Beaucoup du nord, d'accord. On a beaucoup de représentants de Lille, tous, tous ensemble. Les Pyrénées. Et les Alpes. Bon, voilà, on a fait un joli petit tour de France. Je pense que vous êtes déjà très nombreux et qu'on va pouvoir se lancer aujourd'hui. Donc, si vous venez d'arriver, encore une fois, bienvenue dans cette conférence en ligne sur l'Égypte et la Thaïlande en famille. Et je vais commencer par vous présenter nos intervenants du jour. Donc, tout d'abord, on aura Lucie de l'équipe Evaneos qui va vous parler de qui on est chez Evaneos et de qu'est-ce qu'un voyage en famille avec Evaneos. Et ensuite, on aura Olivier, notre agent local spécialiste de la Thaïlande en famille qui vous présentera cette destination et tous ses précieux conseils. Puis Mélanie, notre agente locale à destination en Égypte, également spécialiste de la famille, qui vous présentera aussi sa magnifique destination et tous ses précieux conseils. Alors, donc notre programme du jour, tout d'abord, Lucie nous introduira Evaneos et les voyages en famille, présentation de la Thaïlande par Olivier, puis de l'Égypte par Mélanie. Ensuite, on vous expliquera évidemment comment contacter nos deux experts pour votre futur voyage en famille. Et enfin, nos experts répondront à toutes vos questions que je vous invite à écrire dans le petit onglet questions spécialement fait pour ça en bas de votre écran. Donc, je vais désormais laisser la main à Lucie. Merci Clara et bonjour à tout le monde. Moi c'est Lucie, ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que je travaille chez Evaneos. Evaneos, pour petit rappel à vous tous, c'est une plateforme qui vous permet de créer vraiment le voyage de vos rêves avec une agence locale qui est basée dans la destination où vous souhaitez partir. Chez Evaneos, on est vraiment persuadé qu'un autre voyage est possible. Un voyage plus local, plus authentique et plus respectueux de l'environnement et des populations locales. Et en fait, on veut vous faire vivre ces better trips. On veut vous mettre en lien avec les meilleures agences locales du monde entier, avec des agents et des agentes de voyage qui vivent en fait dans le pays où vous allez partir. Elles ont été sélectionnées avec des standards élevés et elles appliquent des normes vraiment exigeantes qui participent à la transformation de l'industrie du tourisme. Et en fait, ce futur aussi du tourisme, on veut le construire avec vous, avec une communauté qui partage les mêmes valeurs et qui regroupe déjà aujourd'hui plus d'un demi-million de voyageurs et voyageuses. Mais aujourd'hui, on est là pour parler du voyage en famille. Qu'est-ce que c'est un voyage en famille chez Evaneos? Pour nous, en premier, c'est vraiment vous présenter une offre en ligne sur notre site et puis après de vous la faire vivre à destination, une offre qui est dédiée à la famille, qui est dédiée à vous. Elle a été créée sur place par un agent, par une agente expert du voyage en famille pour correspondre à vous, à l'âge de vos enfants, de vos adolescents et aux envies de
de chaque personne de votre petite tribu. Et elle sera adaptée en termes de rythme, d'activité et d'hébergement. Également, et ben voilà, je vous l'ai déjà dit au début, mais c'est vraiment cette ambition de vous faire vivre des expériences uniques et authentiques, tout en respectant la destination. Donc déjà, vos émissions carbone à destination, elles seront compensées. Et pour nous, un point important aussi lors d'un voyage en famille, c'est de permettre à vos enfants et adolescents de découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, puis d'apprendre en voyageant. C'est vraiment important, cette transmission des valeurs du voyager mieux. Et enfin, dernier point pour nous, et c'est vraiment ce qui caractérise aussi un voyage chez Evaneo, c'est encore plus un voyage en famille, c'est une assistance tout au long de votre voyage, avant, pendant, après, un accueil personnalisé, des transports adaptés, des hébergements, des activités. Votre agent s'occupe de tout. Vous avez la possibilité de communiquer facilement avec votre agent grâce à une application mobile Evaneos. Et votre agent, il est sur place. Donc, si vous avez un problème pendant le voyage, il est là, il est dans le pays de votre destination et il sera toujours disponible pour vous aider. Voilà, je vais relaisser la parole à Clara pour la suite de la conférence. Merci Lucie. Et donc, comme Lucie vient de l'expliquer, on a donc toute une multitude d'agents qui sont vraiment spécialistes du voyage en famille et qui seront là pour vous aiguiller et vous épauler pour préparer votre voyage. Donc, bien évidemment, Olivier pour la Thaïlande et Mélanie pour l'Égypte en font partie. Mais comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez également contacter Florent pour partir en Norvège ou encore Vincent pour partir en Suède. Mais aujourd'hui, focus sur nos deux destinations, la Thaïlande et l'Égypte. Donc la Thaïlande qui va être présentée par Olivier, puis l'Égypte avec Mélanie. Et je vais laisser la main désormais à Olivier pour vous dire bienvenue en Thaïlande. Merci Clara, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Donc je suis Olivier, je suis agent de voyage depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai passé une partie de ce temps au Laos et on s'est installé, Angèle et moi, en Thaïlande il y a une dizaine d'années. On était plutôt spécialisé dans le voyage hors des sentiers battus, de destination. Enfin, le Laos c'était une destination hors des sentiers battus. Mais bon, il se trouve qu'on a eu nos enfants ici, ils sont nés ici en Thaïlande et qu'on les a vus grandir, on a beaucoup voyagé avec eux. Donc on s'est fait en quelque sorte une spécialité d'expert dans le voyage en famille. Là, je lisais une question, mon fils aîné a fait son premier voyage au Laos, il avait 7 mois et demi. Donc voilà, il y a un âge minimum pour voyager bien sûr, hein, mais on peut voyager très, très tôt dans ces pays-là. J'enchaîne, Clara, ou je… Oui. Donc, juste avant de commencer cette conférence, je regardais, comme chacun doit le savoir, il y a plus de contraintes qui s'exercent sur les voyageurs à l'entrée en Thaïlande. Donc, on a eu beaucoup, et ça depuis plusieurs mois, on a donc eu beaucoup de monde pendant la période de juillet-août, et on a eu toutes sortes de familles. On a eu des familles de jeunes couples avec des enfants en bas âge. On a eu des familles de 4, de 5, un adolescent, 2 enfants plus jeunes. On a eu des familles recomposées, donc 5, 6, même quelquefois 7 voyageurs. Donc là, à qui je tire mon chapeau, parce que voyager à 7, c'est vraiment c'est un peu compliqué. Et donc, la première chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, on ne voyage pas de la même manière selon qu'on est 7, qu'on est 2 avec des enfants en bas âge, qu'on a des adolescents ou des enfants plus jeunes. Et donc, le principe d'Evaneo, c'est de créer un contact direct entre l'agent et les voyageurs. Et il y a autant de voyages que de familles en réalité. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux âges, bien sûr, à la composition. Quand on est 7, démarrer un matin à 7 heures, c'est quand même un petit peu compliqué. Donc, on adapte les rythmes, on adapte les durées des étapes, on adapte les moyens de transport. Il y a beaucoup d'enfants qui sont malades en voiture, donc on minimise les trajets en voiture, on choisit le train, c'est plus facile quand on choisit aussi l'hébergement. Voilà, ce sont des voyages qui sont vraiment faits sur mesure, et donc il faut vraiment profiter de cette opportunité de discuter directement avec son agent.
Donc oui, la Thaïlande, c'est un pays safe. Il y a, pour deux raisons. Hein. D'une part, il y a un système hospitalier qui est très performant, en particulier en pédiatrie, qui est très répandu. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et par ailleurs, c'est un pays qui a su développer des normes de sécurité. Donc maintenant, tout le monde est quand même très attentif à ça. Il y a des gilets de sauvetage dans les bateaux. Enfin, c'est vraiment safe. Easy parce que les gens sont très gentils avec les enfants. Tout le monde aide beaucoup. Un embarquement en Thaïlande avec des enfants, c'est un vrai bonheur. Bon, ça ne l'est pas toujours à Roissy. Si j'en crois ce qu'on me raconte. Et donc, voilà, rythme adapté, trajet adapté, activité pour chaque âge. Et globalement, nous, on organise beaucoup d'activités de nature. Alors, ces activités, il y en a quelques-unes ici qui sont représentées. Je vais les commenter rapidement. Là, bon, c'est des photos avec mes enfants. Hein, donc, vous allez les voir grandir un petit peu comme ça. C'est des photos libres de droit, ce sont les miennes. Donc là, vous avez mon fils aîné qui peint un éléphant. Donc, c'est une activité qu'on fait à Chiang Mai. En fait, c'est une association qui s'occupe des éléphants qui sont à la retraite ou qui ont été blessés. Elle s'occupe de leur offrir des conditions de vie qui sont optimum. Et donc, ils ont cette association, on peint des éléphants en argile. Ça, c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup. À côté, vous avez deux enfants qui font du poupou paper. C'est du papier qui est fait à partir d'excréments des éléphants. Donc, ils font du papier, puis après, ils font des cahiers, puis ils font des dessins sur les cahiers. D'ailleurs, la photo du milieu, voilà, c'est la méthode. Donc, ce sont des ateliers. Hein, ce n'est pas juste quelqu'un qui explique, ce sont des ateliers. Ils participent, et puis vous voyez, ils participent très jeunes. Sur la photo de gauche, c'est une famille de Cornac qu'on connaît, qui est dans la proximité de Chiang Mai. Ils ont des éléphants de père en fils. Donc maintenant, bien entendu, ils ne font plus de débardage de bois, mais ils ont encore leurs éléphants dans leur jardin, qui est un grand jardin avec de la forêt. Et donc, c'est surtout pédagogique, en fait. Ils expliquent comment on nourrit l'éléphant, comment l'éléphant se comporte, la différence entre l'éléphant d'Asie et l'éléphant d'Afrique. Et voilà, là, c'était deux familles qui s'est privatisé. Donc, c'était deux familles qui sont restées une journée entière auprès de cette famille avec les éléphants. Ils les ont baignés, soignés, etc. Sur la photo de droite, c'est une sorte de petit... ce sont des petits animaux, des insectes. C'est un atelier où on familiarise les enfants avec leur environnement, en réalité, en Thaïlande. Hein. Et pour qu'ils respectent les animaux, pour qu'ils n'en aient pas peur. Voilà. Et donc, vous les voyez les prendre. Bon, tout ça, c'est dans le nord du pays. C'est vrai que toute la région de Chiang Mai et les alentours, pour les enfants jeunes, c'est vraiment, il y a énormément de choses. Là, on voit des activités qui sont à l'est, hein, comme Chanaburi, pour la tyrolienne. Des activités évidemment moins typiques, mais qui sont très, très sympas. Il y a une partie qui est dans la forêt primaire. Et puis, on voit aussi du canoë-kayak dans la baie de Panga, qui est donc au sud. C'est la baie qui est à l'est de Phuket. Une baie absolument magnifique. On peut aussi faire du kayak dans la mangrove, c'est-à-dire dans une forêt immergée. Ça, c'est vraiment très, très, très beau. Autres activités, alors ça, c'est des activités plus famille ou plus adultes. Du snorkeling et de la plongée. Bon, on connaît tous la réputation de la Thaïlande pour ces centres de plongée qui sont extrêmement professionnels, et puis pour ce qu'on y voit qui est magnifique. Et pour ceux qui n'ont pas la formation de plongeur, on peut faire du snorkeling au bord de la plage, c'est aussi très beau. Et la photo de droite, c'est un safari nocturne dans la région de Khao Sok. C'est un parc national, donc c'est une zone protégée, et on y fait des safaris nocturnes parce qu'il y a des animaux qu'on ne voit que à la tombée du soir. C'est de l'observation. Voilà. Alors, ça, c'est une parenthèse pour dire que quand on voyage en famille, eh bien, on aime bien rencontrer des familles. Donc, nous, on privilégie quand même des hébergements en maison d'hôte. Ça a plein d'avantages. Ça a l'avantage d'être en général, d'abord, on a un contact qui est plus sympa avec les propriétaires de la maison. Contact qu'on n'a évidemment pas dans un hôtel. On rencontre d'autres familles, donc ce qui est sympa, parce que les enfants jouent assez naturellement ensemble.
Et puis souvent, ils sont plus souples en termes d'organisation de l'hébergement. Quand on est 4, 5, 6, qu'on se met à 4 dans une chambre, enfin, il y a quand même en général moins de soucis. C'est surtout le contact qui est plus sympa. Et puis si on veut se sentir en famille en voyage, eh ben, il faut choisir une maison d'hôte parce qu'on ne peut pas vraiment, enfin, même avec des chambres familiales, on est dans une autre ambiance dans un hôtel. Donc nous, on essaye le plus possible hein, d'avoir des hébergements un peu atypiques et des maisons d'hôtes. Et donc, cette maison d'hôte que vous voyez en photo, elle est dans la région de Patalung. Ça, c'est tout à fait au sud. C'est la côte est, au sud de la Thaïlande. C'est une côte très peu connue par les voyageurs. Et dans la région de Patalung, il y a une réserve naturelle. Et puis sur la côte est, on peut aller observer des dauphins roses dans la baie de la Nakhon Marat. On fait du bamboo rafting. On fait, bon, voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire dans cette région sud aussi. Qui est une région absolument magnifique et peu connue des voyageurs. Là, ce que vous avez, c'est une activité qui prend place dans le nord, mais on pourrait aussi la faire dans le sud. C'est un atelier autour du riz, parce que le riz, bon, là, dans son assiette, on ne sait pas trop, on ne se rend pas compte des efforts qu'il faut faire pour qu'il arrive là. Et donc, c'est une journée à la campagne, d'une ferme, et on a toutes les activités. Donc, on plante, on replante, on repique, on cultive. Voilà, on voit tout le processus pour faire du riz, enfin, pour récolter du riz. Ça marche très, très bien avec les enfants qui sont très curieux. C'est très pédagogique, hein, de manière générale, toutes ces activités. Voilà, donc on a un ensemble quand même d'activités possibles en Thaïlande. Alors, je parlais des hébergements en maison d'hôte. Ce n'est pas forcément pour faire baisser le prix, parce que ce n'est pas toujours moins cher. Enfin, il y a toute la gamme dans les hébergements en famille. Il y a des choses assez simples et puis il y a des choses qui sont assez luxueuses. Donc, ce n'est pas ça qui va forcément impacter le budget. Nous, on conseille des voyages de 15 jours, parce que c'est loin, la Thaïlande. Enfin, il y a un vol long, donc qui est fatigant. Même si les enfants ils se mettent assez vite au rythme, c'est un vol comme ça suppose quand même de rester un peu de temps sur place. Et on a du mal à descendre en dessous de 1 600 € par personne, sachant qu'ici, les enfants jusqu'à 2 ans ne payent pas, et ceux qui ont un peu plus ne payent pas non plus s'ils partagent leur lit avec les parents, ce qui est une chose qui paraît absolument naturelle en Thaïlande, auprès des familles thaïlandaises. Donc voilà, le moyen de transport, évidemment, on limite l'utilisation de la voiture un peu par réflexe, parce qu'on sait que les enfants s'ennuient et puis quelquefois sont malades. On privilégie beaucoup le train. Il y a un très bon réseau ferroviaire en Thaïlande, et en particulier, on privilégie les trains de nuit, qui, eux, ont un impact sur le budget, puisque ça permet de ne pas payer la nuit dans le train et de faire le trajet. Et puis, il n'y a plus de train de nuit en France, donc il n'y en a plus beaucoup. Donc, c'est l'occasion de découvrir ça. Et il est très confortable, c'est très sûr. Enfin, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de privilégier. Sinon, bien sûr, il y a des avions et des compagnies low cost qui sont très efficaces. Et puis, la durée, j'en ai parlé tout à l'heure. Je voulais juste faire une remarque sur la période. Je regardais tout à l'heure les appréciations. Bon, c'est vrai que les familles voyagent pendant les vacances scolaires. Et du coup, en juillet et août, et elles sont toujours un peu réticentes à venir en juillet et août à cause de la pluie. Bon, il y a effectivement une saison des pluies. Il pleut beaucoup le soir. Enfin, quand il pleut beaucoup le soir. Mais en fait, ça ne perturbe pas les voyages. On les adapte, bien sûr. On propose des extensions balnéaires plutôt de côté de Koh Samui, par exemple. Il y a une pluviométrie qui est nettement plus faible. On adapte les voyages, et moi, je n'ai pas de remarques particulières sur le climat, sur la pluie. Je relisais les appréciations de ces dernières années, et on a des appréciations qui sont plutôt bonnes. Donc, qui sont plutôt bonnes, qui sont bonnes, et vous verrez vous-même si vous allez sur le site, et qui ne mentionnent jamais la question du climat. Donc, j'encourage les familles à ne pas hésiter, enfin, en tout cas, en discuter avec nous si elles veulent voyager pendant les vacances scolaires d'été. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Olivier. Je suis sûre qu'on en a énormément appris et que beaucoup d'entre nous rêvent maintenant de partir en Thaïlande.
On va passer maintenant à notre seconde destination et mettre le cap sur l'Égypte avec Mélanie. Je te laisse la main. On ne t'entend pas encore, il y a encore ton micro coupé, mais je pense que d'ici quelques secondes, ce sera bon. Alors, quelques secondes de plus, mais ça arrive. Mélanie, si tu nous entends, nous, on ne t'entend pas encore. Aïe, on dirait qu'on a un petit souci technique. Alors, Mélanie, si tu nous entends, je t'invite à remettre ton micro pour que tout le monde puisse bien t'entendre. Et pour tous nos participants, en attendant, ça vous laisse quelques secondes si vous voulez écrire vos questions dans l'onglet « Questions » en bas de votre écran. Alors, toute petite interruption, on a désormais perdu Mélanie, mais on travaille d'arrache-pied pour qu'elle nous revienne très très vite pour pouvoir nous présenter l'Égypte. Donc voilà, je répète si jamais il y avait eu un petit instant d'inattention chez nos participants. Je vous invite en attendant à écrire vos questions si vous en avez dans l'onglet « Questions » en bas de votre écran. Il me semble que Mélanie est de retour parmi nous. Je ne te vois pas encore, mais je t'entends. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Mélanie, tu es de retour parmi nous, on t'entend très bien. D'accord, très bien. Bon, mais je m'excuse pour ce petit problème technique. J'ai juste... Pas de problème, on a laissé le temps à nos participants du coup d'écrire leurs questions pour que vous ayez plein de questions à répondre tout à l'heure. Et du coup, je te laisse commencer ta présentation. Très bien. Mais bienvenue en Égypte en tout cas. Donc, c'est une destination qui est très prisée par les voyageurs et spécialement par les familles. Donc, elle représente beaucoup d'avantages, notamment au niveau de la distance. C'est vrai que vous pouvez venir en Égypte avec un vol de 4 ou 5 heures à peu près de Paris. Donc, c'est généralement des vols directs. Après, de Provence, c'est plutôt autour de 5-6 heures. Tout dépend des destinations. Et c'est aussi un pays qui est très abordable en termes de budget. Donc, on y reverra un petit peu plus tard dessus, mais il faut compter à peu près un budget de 1 000 € pour une semaine. Donc, ça reste pour une famille quelque chose de très intéressant. L'Égypte, donc, c'est très connu pour tout ce qui est vrai. Donc, surtout pour les visites. Et nous, on propose vraiment des visites guidées, donc avec guide et chauffeur, pour en apprendre davantage au niveau de tout cet aspect culturel en Égypte. Et puis aussi, on propose, en plus de ces visites culturelles, des activités donc vraiment adaptées aux plus petits comme aux plus grands. Donc, on y reviendra un petit peu plus tard dessus. Aussi, l'Égypte, c'est un climat. Donc, c'est vrai que vous pouvez venir avec votre famille tout au long de l'année, donc pendant les vacances scolaires. Bien sûr, on adapte le rythme un petit peu selon le mois. C'est vrai que l'Égypte, c'est une destination où vous pouvez venir toute l'année, mais quand même, le mois de juillet et août, il fait chaud. Donc, on adapte les programmes selon les enfants. C'est aussi facile d'accès dans le sens où, avec la Covid en ce moment, ils ont enlevé tout ce qui est test PCR et passe vaccinal. Donc, vous pouvez venir vraiment en Égypte sans aucun document, sans aucun vaccin aussi. Et au niveau de l'entrée sur le pays, vous pouvez venir avec une carte d'identité ou avec un passeport. Donc, c'est vrai que c'est accessible un petit peu à tout le monde. Et il y a un visa à l'arrivée de 25 € qu'on peut prendre en compte dans la proposition. Alors, comme je vous l'expliquais un petit peu plus tôt, il y a des visites culturelles, mais surtout pour les familles, nous, on propose vraiment des activités adaptées. Donc, ça peut aller vraiment pour les plus petits, pour les ados, pour les parents aussi, pour profiter. Donc là, sur cette diapositive, vous avez, pour faire du vélo, ça peut être du vélo dans la campagne, ça peut être un bon moyen de découvrir aussi les extérieurs d'une ville.
Ça peut être aussi du bateau à voile. Donc, c'est vrai que l'Égypte, c'est très connu pour les croisières sur le Nil. Donc, nous, on propose vraiment de la Felouk, c'est un bateau à voile où vraiment les enfants peuvent profiter un petit peu dessus et la famille tout entière aussi. On a aussi des activités comme du cheval, l'aquarium à Hurghada. C'est vraiment pour que tout le monde profite tous ensemble. Après, pour les adolescents, donc ça, c'est plutôt pour les ados à partir de 10 ans, 12 ans. Donc, on a de la plongée. Donc, c'est vrai que l'Égypte, c'est très connu pour sa mer Rouge et pour ses bons spots de plongée. Donc, les familles peuvent faire de la plongée sur la mer Rouge. Ça peut être aussi du kayak sur le Nil. Donc, le but aussi de l'Égypte, c'est d'apprendre sur le pays, mais aussi d'apprendre en s'amusant. Donc, on a vraiment proposé aux enfants des activités où ils peuvent apprendre en s'amusant. Donc, ça peut être soit par la visite de temple. Donc là, on sélectionne vraiment les guides pour qu'ils soient adaptés aux enfants, pour qu'ils aient des explications claires. Après, au niveau aussi du temps de visite, c'est vrai que selon l'âge des enfants, on ne vous propose pas forcément des journées tout entières. On propose souvent des demi-journées pour faire des visites le matin et puis l'après-midi, faire des activités ou de la relaxation. Donc là, je vous ai mis sur la slide précédente, donc en termes d'activité, on peut proposer donc la visite de temple. Ça peut être pour les plus petits la visite du village pharaonique au Caire. Donc c'est une sorte de reconstruction un petit peu de l'époque antique pour les enfants, donc avec des décors. C'est vrai que c'est vraiment apprécié de la part de nos voyageurs. Après, on peut proposer aussi des cours de hiéroglyphes. Alors, ce n'est pas vraiment des cours, c'est plutôt une initiation. Donc, c'est vraiment passer un moment avec un guide égyptologue pour apprendre, par exemple, à écrire son nom sur un bout de papier. On peut aussi vous proposer la fabrique de papyrus, donc découvrir un petit peu plus sur comment le papyrus est créé. Et aussi, à la fin, on peut vous proposer des spectacles son et lumière. Donc, en Égypte, sur beaucoup de sites, que ce soit au temple de Philae et de Karnak ou aux pyramides de Gizeh, vous pouvez voir ces spectacles-là. Donc, c'est vrai que les enfants apprécient beaucoup ce genre de moments. Alors, je vous ai mis aussi un petit peu des activités pour que toute la famille participe. Donc, précédemment, il y avait aussi la montgolfière. Donc, ça surplombe vraiment toute la vallée des rois et c'est une expérience généralement inoubliable pour la famille. Après, on propose des cours de cuisine aussi et de la poterie en famille. Donc, ça, c'est en termes d'activités, ce qu'on peut proposer. C'est vrai, il y en a beaucoup et il y en a un petit peu pour les goûts de chacun et les âges un petit peu divers de toute la famille. Alors, moi, je présente au niveau de l'itinéraire, vraiment un itinéraire que je dirais classique, c'est-à-dire une visite pour à peu près une heure et une croisière sur le Nil. Et puis après, finir quelques jours sur la mer Rouge. Donc, ce programme, il représente vraiment les incontournables et un rythme assez tranquille vu que vous avez que des visites pendant des demi-journées. Donc, ce qui vous laisse le temps l'après-midi de faire des activités. Et puis, vers la fin, vous avez un petit moment mer Rouge pour vraiment profiter en famille et faire des activités, donc comme du snorkeling, ça peut être l'aquarium, ça peut être du quad aussi. Hop là, donc ça, généralement, je propose soit au niveau des familles, selon leur durée aussi sur place, parce que c'est vrai que souvent, c'est pendant les vacances scolaires, donc vous avez souvent 15 jours avec une journée de voyage à l'aller, une journée au retour. Donc, on peut faire aussi en 6-7 jours, donc juste une semaine, en proposant juste le Caire et une croisière sur le Nil, ou juste prévoir, par exemple, le Caire avec les pyramides de Gizeh et un séjour sur la mer Rouge. Alors, on arrive à la question du budget. Alors, c'est vrai que, comme je l'ai expliqué, l'Égypte, c'est quand même une destination abordable. Donc, moi, je recommande une semaine à 15 jours pour les familles. Donc, si c'est une semaine, c'est plutôt aux alentours de 1 000 € par personne, avec une réduction pour les enfants. Et puis, si c'est pour 15 jours, alors sur une famille de 4 avec 2 adultes, 2 enfants, moi, je recommande généralement pour les parents, c'est 1 300 €. Et puis, pour les enfants, c'est un tout petit peu moins. Donc là, on est à 950 €. Après, tout dépend aussi du type d'hébergement. Donc, nous, c'est vrai qu'on propose vraiment tout type d'hébergement. On peut aller vraiment de l'éco-lodge avec des petites huttes en face de la mer. On peut aller aussi dans le désert, dans des éco-lodges. On peut aller dans des petits hôtels de charme historiques. Surtout en Égypte, il y en a vraiment tout plein. Ou sinon, des maisons d'hôtes. Et c'est vrai que au niveau des familles, les maisons d'hôtes, c'est vraiment très accueillant. Et il y a aussi tout ce qui est justement petit chalet, éco-lodge que les enfants ils apprécient énormément.
Et aussi, on propose tout ce qui est parc aquatique. Donc, c'est vrai que c'est vraiment apprécié par les familles pour justement profiter avec les enfants des toboggans, des activités sur place. Alors, au niveau du transport, donc c'est vrai que nous, on propose plusieurs types de moyens de transport. Donc, le plus connu en Égypte, c'est la croisière. Donc, on peut avoir des bateaux à moteur où il y a un petit peu plus de confort avec des piscines, des chambres vraiment très confortables pour les familles. On peut ajouter des lits bébés, des lits parapluies. Donc, c'est vrai qu'on s'adapte pour le bateau et aussi pour les véhicules. C'est-à-dire qu'on a aussi des sièges auto et tout le confort à bord de nos véhicules pour les enfants. On peut vous proposer aussi le train de nuit. Alors ça, c'est très apprécié des enfants, en plus de gagner un petit peu au niveau du budget, vu que vous sauvez une nuit d'hôtel. Le train de nuit, c'est très agréable et c'est une expérience un petit peu insolite pour les enfants. Et après, pour principalement se déplacer d'un site à un autre, nous, on propose les véhicules. Donc, c'est des véhicules adaptés, comme je l'expliquais, avec des sièges bébés. Et nos chauffeurs sont vraiment très prudents au niveau de la route, donc il n'y a aucun souci. Et pareil, au niveau des temps de route, vous allez vraiment avoir des trajets peut-être de 3-4 heures grand maximum. Donc, ça sera vraiment le maximum qu'on pourra vous proposer. Donc, c'est adapté un petit peu aux enfants de tous les âges. Et après, pour la durée, comme je l'expliquais, c'est plutôt une semaine si vous n'avez pas trop de temps. Donc, le Caire et croisière sur le Nil. Et puis après, pour 15 jours, c'est plutôt le Caire, croisière sur le Nil et mer Rouge en fin de séjour. Et pour la période, c'est toute l'année, comme je l'expliquais, sauf l'été où c'est vrai qu'il fait très chaud. Mais dans ce cas-là, on adapte les visites pour commencer un petit peu plus tôt. Et on adapte aussi les moyens d'hébergement. Voilà, donc je laisse la main du coup à Carla pour la suite. Merci beaucoup Mélanie. Je pense que désormais, on rêve tous de partir en Thaïlande ou en Égypte. Moi en tout cas, c'est le cas. Et je pense que beaucoup d'entre vous se demandent mais comment contacter nos 2 experts. Donc c'est très facile. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur le site Evaneos. Une fois sur la page d'accueil, vous pouvez taper le nom de votre destination, par exemple ici avec l'Égypte. Vous arrivez sur la page Égypte et vous tombez très rapidement sur l'agence ici de Mélanie, depuis laquelle vous pouvez commencer votre demande. Donc là, c'est très facile. On vous demande où vous en êtes dans votre projet de voyage, avec qui vous voulez partir. Vous avez la possibilité de remplir les membres et les âges des personnes de votre groupe. Si vous connaissez déjà les dates de votre voyage ou non, dans ce cas, vous pouvez renseigner une période de l'année et une durée approximative. Ensuite, étape super importante, c'est là qu'on vient vous demander ce que vous savez déjà, qu'est-ce que vous voulez faire pendant notre voyage, et c'est là où vous pouvez donner tous les détails à votre agent pour qu'il ou elle puisse vous préparer le meilleur voyage possible qui vous correspondra. Vous finissez par remplir votre budget et vous n'avez plus qu'à vous connecter ou à créer un compte. C'est très rapide pour que votre demande soit envoyée. Et voilà. On vous a également envoyé dans la partie chat les 2 pages agences de nos agents directement. Et on va également vous les remettre pour que vous les ayez un petit peu plus bas dans le chat. Du coup, je vous propose de passer à la partie questions. Donc, je vois que nos participants ont beaucoup de questions à vous poser, ont l'air très intéressés. Donc, une question que j'ai pas mal vu revenir, je vais vous la poser à tous les 2, Olivier et Mélanie, c'est concernant les conditions sanitaires et la sécurité de manière générale. Donc, peut-être que Olivier, tu veux commencer? Oui, non, il n'y a pas de difficulté particulière. En fait, la Thaïlande n'exige rien. Actuellement, évidemment, un certificat de vaccination au Covid, mais c'est le seul document qu'il demande et encore, il ne le contrôle pas. Donc, il n'y a pas de carnet de vaccination à avoir, il n'y a pas de rien n'est demandé. Sur place, moi, je n'ai pas de conseils particuliers à donner. On vit de la même manière qu'en Europe. Hein. On ne prend pas de précautions particulières, il n'y a plus de paludisme. Contrairement à l'idée qu'on en a, il y a très peu de moustiques. Il y a de moins en moins d'épidémies de dengue, elles sont toujours signalées, et puis ce n'est pas dans des périodes très touristiques, c'est dans des régions très particulières.
On n'a pas de problème avec la nourriture, par exemple, quel que soit l'âge des voyageurs. Voilà. Et puis, si effectivement ça arrive, on a un pépin, une otite qui se déclare, ou voilà, un peu de ventre qui ballonne, ou des choses comme ça, nous on sait faire. Ça nous est arrivé d'avoir besoin d'aller à l'hôpital pour mon fils à Sukhotaï un 31 décembre à 2 h du matin. On a trouvé un médecin compétent. Il n'y a pas de problème. Et comme je le disais tout à l'heure, ils sont maintenant devenus très sensibles aux normes de sécurité, donc les hôtels, les bateaux, les trains, voilà. Bon, c'est pas tout à fait réponse à la question sanitaire, mais c'est un peu dans le même esprit de sécurité. Super, merci. Et Mélanie, je te laisse aussi répondre sur la partie Égypte. Oui, alors comme je l'ai expliqué, c'est vrai qu'au niveau de l'Égypte, il n'y a plus de passe PCR, il n'y a plus de passe vaccinal. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. En termes de santé, rien d'autre. Sur place, il y a toujours l'assistance. Donc, moi, je suis joignable tout le temps durant le voyage. Il y a aussi mes collègues qui sont joignables. Et en cas vraiment de pépin, s'il y a un problème d'un point de vue sur la santé, on peut les reconduire dans des hôpitaux qu'on connaît très bien, où on a des docteurs aussi qui travaillent avec nous. Donc, s'il y a le moindre problème, on peut gérer sur place. Super. Merci beaucoup, Mélanie. Passons aux questions suivantes. Donc, je vois par exemple une question de Thierry qui demande sur la Thaïlande, donc pour Olivier, est-ce qu'il est possible de retourner sur la plage de Maya Beach? Alors non, enfin oui actuellement, mais non, à terme, c'est une plage qui a été… Il y a une décision de justice qui vient d'être prise s'agissant de cette plage, et il faut la laisser se reposer. Il y a des travaux à faire pour la remettre en état. Elle a été très dégradée par le tournage des films, mais aussi par la surfréquentation touristique. Donc non, mais par ailleurs, actuellement, et ça va durer encore quelques mois, on a le privilège de pouvoir visiter tous ces sites dans le sud de la Thaïlande, dans la baie de Phang Nga, autour les Phi Phi Islands, tout ça, sans personne, parce qu'en réalité, les voyageurs qui reviennent aujourd'hui sont des voyageurs individuels, font du voyage sur mesure, mais les autres clientèles ne sont pas encore revenus. Et on voit les sites dans des conditions que j'ai connues, moi, il y a 20 ans, et dont j'ai été privé pendant longtemps ces dernières années. Donc, c'est vraiment le moment de venir pour ça, en Thaïlande ou dans les pays voisins. Je suppose que c'est pareil en Égypte, par exemple. Super, merci. Et je vais continuer avec une question qu'on va pouvoir vous poser à tous les deux. C'est une question de Gaëlle qui nous demande comment organiser un voyage en famille avec 3 générations, les grands-parents, les enfants et les petits-enfants qui seraient ici des ados. Peut-être que Mélanie, tu veux commencer cette fois-ci? Oui, dans ce cas-là, donc si c'est vraiment plusieurs générations, de toute façon, on adapte le programme, comme j'ai expliqué, donc vraiment plutôt des journées assez courtes avec la matinée des visites et puis l'après-midi, vraiment de la relaxation ou des activités en famille. Ça peut être aussi pour les moyens de transport, plutôt privilégier du coup l'avion à la place du train de nuit parce que pour les personnes âgées, c'est pas super au niveau confort. Ça va être au niveau de nos véhicules, proposer des véhicules assez spacieux pour que tout le monde puisse séjourner dedans agréablement en ayant de l'espace. Et voilà, après, pendant les visites, souvent, donc, on adapte en proposant des guides qui ont une expérience justement dans les familles, qui prennent le temps au niveau peut-être des personnes plus âgées d'expliquer plus tranquillement. Il y a aussi beaucoup de temps de pause entre les visites. Il y a des bancs pour s'asseoir si les enfants veulent s'asseoir ou les personnes âgées aussi. Donc voilà, c'est ce qu'on propose généralement pour des familles avec plusieurs générations. Super, merci Mélanie. Et côté Thaïlande avec Olivier pour les voyages intergénérationnels? Alors, on a eu, bon, c'était avant la crise du Covid, on a eu une famille de 19 personnes. Il y avait effectivement les grands-parents, les enfants, les petits-enfants. C'est une organisation un peu particulière, évidemment.
Non, ça ne pose pas c'est pas difficile. En réalité, il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire à tous âges. Et il n'y a pas que les enfants qui sont baba devant les éléphants qui prennent le bain. Donc après, bon, les activités qui demandent plus de conditions physiques, évidemment, mais on n'est pas obligé de tout faire tout le temps ensemble. On peut aussi faire des choses pour les enfants, des choses pour les grands-parents, et puis après, tout le monde se retrouve. Et là, l'hébergement en maison d'hôte est parfait. Donc, ça ne pose pas de problème particulier. Il faut juste une bonne écoute de ce que veulent faire les uns et les autres. C'est ça qui, quelquefois, est un peu compliqué, parce qu'ils ne veulent pas forcément tous toujours la même chose. Mais voilà, mais ça, on fait c'est vraiment c'est un vrai rêve de voyager en famille comme ça, hein, c'est sûr. Moi, j'ajouterais, excusez-moi, pour du coup l'Égypte, c'est vrai que les familles, ce qui sont vraiment friandes, c'est de privatiser les bateaux. Donc, on a des petits bateaux à voile. Et le plus souvent, ce qu'on fait pour les familles, quand ils sont un nombre assez nombreux, généralement, c'est à partir de 8, on privatise des bateaux. Et pour rebondir sur l'hébergement aussi, on essaye d'avoir des chambres côte à côte, ou des chambres familiales si possible, ou de réserver une partie d'un hébergement juste pour la famille, pour pas qu'il y en a qui se retrouvent au 2e étage, au 3e ou autre. Super, merci beaucoup à tous les deux. Je continue encore une fois avec une question assez générale qu'on a vu pas mal revenir dans notre onglet questions. C'est sur les périodes où partir. Est-ce qu'il y a pour chacun des pays des périodes à éviter, que ce soit, j'ai vu des questions sur peut-être la chaleur en Égypte, on parle des risques de tsunami en Thaïlande. Donc voilà, est-ce qu'on peut partir toute l'année dans vos 2 destinations? Oui, il y a pas de. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de bonne saison. Bon, il n'y a pas de mauvaise saison, il n'y a pas de bonne saison. Il y a vraiment des choses très différentes selon les saisons. Évidemment, il y a des différences de climat, mais par exemple, le mois de janvier est un mois où il y a finalement une fréquentation touristique qui est assez faible, donc on a plus d'intimité avec les gens qu'on rencontre. Le mois de février est un bon mois puisque ça correspond à l'hiver en France et c'est une période de vacances scolaires. Ici, il ne fait pas encore trop chaud, c'est agréable pour tout le monde. Après, on a la période juillet-août. Les plus belles images qu'on a de la Thaïlande sont prises en juillet-août. Le riz est poussé en Thaïlande en juillet-août. Les images qu'on voit de rizières en escalier, c'est à partir de juin et puis ça va jusqu'à la culture au mois d'octobre. Après, on a des paysages qui sont plus secs. Et puis, bon, le nord n'est pas on peut aller dans si on craint la chaleur, le nord est plus frais, en plus c'est en altitude. Chaque saison a son caractère et il n'y a pas de mauvaise saison pour voyager en Thaïlande. Alors, au niveau de l'Égypte, c'est vrai que c'est une destination qui est prisée tout au long de l'année. Vous pouvez venir au niveau de, surtout, la plus grosse période touristique, c'est vraiment de octobre à avril-mai. C'est là où vous allez le plus profiter en termes de température. C'est vrai qu'au mois de janvier, février, même décembre, il fait quand même assez frais. Alors, pas comme en France, bien sûr, mais c'est vrai que le plus souvent, il faut quand même se mettre une petite veste, voire un manteau au mois de janvier ou février. Après, ça dépend où vous êtes en Égypte, mais contrairement à l'idée qu'on a de l'Égypte qui fait toujours chaud, non, au mois de janvier, février, il fait quand même assez frais. Donc, il faut éviter la mer Rouge pendant ces périodes-là, surtout avec les enfants, donc c'est pas super. Après, il y a toujours des piscines chauffées, mais c'est vrai que c'est quand même bien d'aller sur la mer Rouge pour profiter de la mer. Et puis après, l'été, c'est vrai qu'il fait très chaud, donc surtout le mois de juin, juillet, août, où là, on adapte vraiment les programmes. Donc, vous commencez un petit peu plus tôt les visites. L'après-midi, généralement, c'est tranquille à l'hôtel. Au niveau des hébergements, c'est plutôt des hébergements qu'on va proposer avec des piscines ou des moyens pour se baigner, se rafraîchir. Donc voilà, moi je dirais tout au long de l'année, et si vous venez l'été, il faudra bien évidemment adapter le programme et les hébergements. Super, merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je vais continuer avec une question plutôt, je pense, pour Olivier sur la Thaïlande, sur les voyages en train. Donc, plusieurs questions. Est-ce qu'il est possible d'aller de région en région dans toute la Thaïlande en train? Et est-ce bien sécurisé? Par exemple, on a un parent seul avec un enfant de 13 ans. Alors, sur la sécurité, c'est toute la Thaïlande qui est sécurisée. Il y a un niveau d'insécurité qui est
qu'il est très, 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 très faible. Alors pour les trains, oui, on peut aller pratiquement partout. On peut aller en tout cas du nord au sud. On peut aller de Bangkok à Chiang Mai. On peut aller de Bangkok à Phuket. On peut aller de Bangkok à Surat Thani. On peut descendre plus au sud encore. Ça veut dire que les trajets, enfin, les principaux trajets peuvent être parfaitement bien faits en train. Ce pas des trains qui sont très rapides, c'est des trains qui sont confortables, hein, mais qui ne sont pas très rapides. Donc, on privilégie les trains de nuit et on a en train de nuit soit des cabines de 2 personnes, soit des cabines communicantes, soit en seconde classe, on a c'est très privatisé en fait. Il tire des rideaux, on est dans son lit, il y a des lits qui sont superposés. Donc on peut rassembler les familles dans un coin du train. Et je n'ai jamais entendu. Alors on est évidemment très aidé par tout le monde. C'est un pays où il y a le sens du service. On ne laissera pas quelqu'un d'un peu âgé porter seul une valise. Ça n'existe pas ici. Donc on est très aidé. Et je n'ai jamais entendu dire que quelqu'un s'était fait voler quelque chose dans un train, ni qu'il avait été agressé ou que quelqu'un lui avait parlé un peu fort. C'est déjà en Thaïlande rare quand même. On élève la voix. Super, merci beaucoup Olivier pour ta réponse. Je vais ensuite poser les dernières petites questions qu'on a reçues avant de clôturer cette conférence. On a quelques questions, Mélanie, pour toi en Égypte sur le nouveau musée du Caire. Est-ce qu'il est possible de le visiter et d'ajouter ça à son programme d'itinéraire? Alors oui, c'est possible. Il faut savoir que pour ce nouveau musée, c'est un petit peu particulier vu qu'il y a eu la Covid entre-temps, donc ça a repoussé pas mal la date. Il y a quelques semaines, on avait la date d'ouverture en octobre. Puis là, on a eu des nouvelles, c'est finalement début novembre. Donc, la date serait début novembre. Après, c'est vrai que ce n'est pas fixe, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours la repousser. Donc, oui, c'est possible. Au niveau des dates, ce n'est pas certain. C'est début novembre, mais à prendre toujours à voir. Avec des pincettes, ça Voilà. marche. Super, merci beaucoup. Et je continue avec encore une question avec toi. On a Philippe qui nous demande si Abou Simbel peut être mis au programme en Égypte. Oui, alors il faut savoir qu'Abou Simbel, c'est très particulier comme excursion. Si vous voulez, c'est souvent au départ de Hassan. Pour aller de Hassan à Simbel, il y a 3 heures de route. Il y a aussi des contrôles militaires. Il y a un barrage militaire avec une escorte. Donc, c'est une excursion où vous devez partir à 5 heures du matin si vous y allez en. Donc, c'est vrai que c'est une excursion pas forcément adaptée pour les familles parce que se lever à 4h30 du matin pour prendre tout le monde, pour après faire 3 heures de route pour aller jusqu'au site, rester 1 à 2 heures sur place et puis repartir parce qu'il y a une autre escorte militaire, c'est compliqué avec des enfants. Alors, c'est faisable. On a une autre option aussi, c'est de prendre l'avion directement du Caire jusqu'à Abou Simbel. Mais après, c'est un petit peu plus coûteux pour les familles. Donc, tout dépend vraiment de l'âge des enfants, je pense, de leur temps sur place. Ils ont assez de temps pour mettre, par exemple, une journée libre après pour se reposer. Mais sinon, c'est tout à fait possible. Ok, super, merci beaucoup Mélanie. Je complète avec une dernière question, encore une fois, sur un lieu à visiter en Égypte. Est-ce qu'une excursion au Mont Sinaï est possible? Oui, alors ça vient d'ouvrir, là, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. C'était pendant longtemps en zone rouge, tout le Sinaï. Là, il y a toute la partie sud du Sinaï qui est en zone autorisée, donc c'est possible. Le plus souvent, les voyageurs, ils vont à Sharm el-Sheikh, donc dans une station balnéaire ou à Dahar, et ils font une excursion de nuit plutôt. Donc, c'est-à-dire que vous partez vers les 6 heures le soir, vous allez jusqu'au Mont Sinaï. Vous faites la descente du Mont Sinaï ou la montée, ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez. Et puis après, vous visitez le monastère de Sainte-Catherine et vous revenez vers les 9h, 10h du matin sur Sharm el-Sheikh. Donc, c'est une excursion plutôt de nuit. C'est possible de le faire aussi pendant la journée, mais il y a encore des barrages militaires et c'est un petit peu plus compliqué. Donc, il faut pour le moment le faire de nuit plutôt. Donc, encore une fois, pour les familles, c'est sûr qu'avec des ados, ça peut passer. Peut-être avec des enfants, ça sera un petit peu plus fatigant. Ça marche, merci beaucoup pour ces super précisions. Et on va terminer avec une question. Alors, j'ai perdu votre prénom, mais je vais le retrouver très très vite. Une question de Catherine, mais qui, je pense, va parler à peut-être
beaucoup plus de monde. Est-ce qu'il y a encore des dispos pour les fêtes de fin d'année, donc dans vos 2 destinations? Oui, il y a des dispos en fin d'année. En réalité, on a beaucoup de monde en octobre et en novembre, beaucoup de demandes de dernière minute. Et puis, on a aussi pas mal de monde. Enfin, on commence à avoir beaucoup de réservations sur janvier et février. Mais curieusement, il y a un creux pendant les fêtes de fin d'année. Qui est inhabituel et qu'on a du mal à comprendre. Donc, j'invite des voyageurs qui voudraient venir à cette période à ne pas hésiter et à nous contacter. De mon côté, c'est vrai que la période de Noël, des fêtes, à partir d'octobre jusqu'au mois de mars, avril même, c'est très, très demandé en Égypte. Donc, on a des disponibilités encore parce que justement, on a plusieurs prestataires au niveau de tout ce qui est bateau. Parce que c'est vrai que les bateaux, ça se remplit vite, surtout les petits bateaux à voile où il n'y a que 9 cabines. Donc, c'est assez compliqué pour la période. Après, nous, en tant qu'agence, on a vraiment plein de prestataires. Donc, si par exemple, il y a un hôtel qui n'est pas disponible, moi, je pourrais vous en proposer un similaire. Pareil pour les bateaux de croisière. Donc, il y a encore de la place, mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop tarder non plus. Pour octobre, c'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, donc il faut se dépêcher pour octobre, surtout pour les petits bateaux. Et puis pour décembre, c'est une période très demandée, donc pareil, il faut se dépêcher parce que bien sûr, tous les meilleurs hôtels, les croisières vraiment sympas, ça part très rapidement. Merci à tous les deux. Donc voilà, Catherine et tous les autres, pour passer Noël ou le Nouvel An en Thaïlande ou en Égypte, foncez. Donc, on a répondu à la grande majorité des questions. Il reste peut-être des petites questions très spécifiques sur des endroits, en particulier en Thaïlande ou en Égypte. Je vous invite à contacter nos 2 agents via les liens qu'on vous a remis dans le chat pour pouvoir lancer votre demande et co-créer votre voyage avec eux sur mesure et de manière la plus personnalisée possible. Donc, merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On est ravis que vous ayez été autant à nous écouter et à être intéressés par la Thaïlande et l'Égypte. Je vous rappelle que la conférence sera disponible en replay si vous avez manqué une partie ou que vous voulez juste revoir tous ces précieux conseils et les partager à votre entourage. Donc, vous recevrez le lien dans la journée. Et je vous invite aussi, on va vous partager un dernier lien dans notre onglet chat. C'est un petit questionnaire pour nous aider à faire mieux pour les prochains webinaires. Si ce format vous a plu, si vous avez des retours à nous faire, n'hésitez pas à le faire via ce petit lien de questionnaire qu'on vous partage tout de suite dans le chat. Et le dernier mot de la fin, si jamais le format vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter Evaneos via le site evaneos.fr pour être prévenu de toutes les prochaines invitations. Donc, merci à tous et très belle journée. Au revoir. À très bientôt.